puisque le MMA, c'est ça, c'est juste un système de compétition. Les Américains aussi, où ils se rencontrent à des endroits, ils testaient le boxeur. Il y a beaucoup le trash talking qui s'est développé, tout le monde se regardait de travers, alors, il fallait pas dire aux autres ce qu'on faisait. En Ryosekan Budo, on pratique le point-pied, les projections, le sol, les armes traditionnelles japonaises. Je pense qu'un bon pratiquant, c'est un pratiquant qui prend du plaisir. 1 an au sol, c'est comme 3 ans debout. Moi, je pense qu'il aurait fallu 3 vies au minimum pour arriver au niveau que j'aurais voulu avoir. Merci Michi pour ta venue ici. Il faut savoir qu'on fait ce stage depuis plus de 10 ans. Je voudrais en passant associer mon ami Philippe Miquieux, qui lui est vraiment un club de Ryosekan depuis le début. Moi j'en ai fait, je suis toujours en affinité et je continue à en faire d'une certaine manière. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir en Savoie parce que c'est un stage qui fédère de nombreuses pratiques. On a autant des karatékas que des boxeurs et puis voilà, ton enseignement avec une grande ouverture d'esprit permet de fédérer. Donc merci pour ce poste parce que ça me paraissait important de le faire. Je vais te poser quelques questions déjà sur ton style, le Ryosekan Budo. Donc comment tu pourrais expliquer ça, définir cette pratique, surtout dans un monde où il y a le MMA maintenant, voilà, il y a tous ces arts traditionnels. D'un côté, on a des tendances comme le MMA, le jiu-jitsu brésilien. Voilà, comment tu pourrais définir ça, le Ryosekan? C'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais le Ryosekan Budo, ça pourrait être un peu l'ancêtre du MMA d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est presque exactement le contraire. Alors, pourquoi l'ancêtre du MMA? Même peut-être plus un MMA encore que le MMA, puisque dans le Ryosekan Budo, on pratique le point-pied, les projections, le sol, les armes traditionnelles japonaises, des versions sportives. Donc les armes traditionnelles japonaises, c'est-à-dire le tanto, sai, tonfa, nunchaku, bo, jo, boken, le yai, on fait du yai aussi. On a même pratiqué à cheval le bajutsu, oui, c'est vrai, avec du tir à l'arc, voilà, de lancer de javelot, combat de bâton, et on a des versions sportives, donc avec des armes recouvertes de mousse pour pouvoir avoir une pratique sportive. Et alors, en ça, on peut dire que c'est une forme de MMA, puisque dans le dojo de mon grand-père, au Japon, qui s'appelait le Yosekan, il enseignait le judo, mais à sa façon, l'aïkido à sa façon, les armes traditionnelles japonaises, et après, il y avait aussi une section karaté. Mon père, il a été formé dans tout ça, mais à une époque, mon grand-père lui a dit, écoute, sur la partie point-pied, je trouve que la boxe anglaise, c'est plus adapté pour mélanger avec les projections et les clés et le sol. Donc, ça, il l'avait pris en venant en France. Alors ça, non. C'est Minoru ou c'est Hiro? C'est déjà là-bas Alors ça, c'est déjà au Japon. Mon grand-père avait envoyé mon père s'entraîner avec un boxeur de boxe anglaise, poids plume. Champion poids plume. Incroyable. Et quand mon grand-père est venu en Europe la première fois, d'ailleurs c'est lui qui a introduit l'aïkido à l'époque, sauf que c'est pas l'aïkido qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'aïki de Maître Ueshiba, mais avant la guerre. Donc une version beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Réaliste? J'aime pas dire réaliste. Sans dénigrer, voilà. Ouais, je dirais peut-être un peu plus linéaire, un peu plus judo, on va dire. D'accord. Tu vois, et d'ailleurs, mon grand-père venait du judo. Il faisait partie d'un groupement qui avait été créé par Maître Kano, au sein du Kodokan, qui était là pour la sauvegarde des arts martiaux traditionnels japonaises. Donc, il faisait venir régulièrement des maîtres de plein de disciplines différentes. Mais comme Maître Ueshiba pour l'aïki était déjà très connu, il pouvait pas le faire venir, ça se faisait pas. Donc, il a envoyé des élèves. Donc, mon grand-père faisait partie de ces élèves qui ont été envoyés s'entraîner directement. Voilà, exactement. Mais ce qui lui a plu, c'est ce que faisait Maître Ueshiba avant-guerre. Donc une version un petit peu plus engagée, on va dire, de l'aïki. Dans le contact, etc. Ouais, un peu plus dans le contact, un peu plus linéaire. Voilà. Et puis, donc, Maître Ueshiba avait envoyé mon grand-père en Europe pour montrer l'aïkido. Mais comme en Europe, il n'y avait que des judokas, mon grand-père avait déjà fait un aïki qui était... Alors déjà, comme je disais, d'avant-guerre, mais aussi un peu réadapté pour le judo. Donc un aïki qui était quand même assez viril, quoi. Et c'est ça qui a été le premier aïki jujitsu, on pourrait dire. Ouais. Aïki jujitsu qui a été développé en Europe. De toute façon, c'était des formes au Japon des écoles de jujitsu, tous qui Oui. s'appelaient judo, Absolument. aikido. C'était une tendance de la personne qui développait son des style. spécialités, Voilà. en fait. Travailler l'ombre, l'énergie. Mais au départ, ils faisaient tous tout.
Ouais, voilà. Donc au départ, d'ailleurs, dans l'aïkido de Maître Ueshiba, il y avait des atemi, il y avait des percussions. Puis après, petit à petit, ces atemi ont disparu. Même dans le karaté, au départ, il y avait aussi des formes des balayages, des projections, des clés. Après, petit à petit, ça a disparu. Dans le judo, au début, il y avait des percussions. Ça a disparu petit à petit. Ça venait du Voilà. Bushido, c'est de l'art samouraï, du champ de Exactement, bataille, en où on fait. pratiquait tout. Et comme dans mon grand-père, finalement, dans son dojo, dans le Yosekan, il y avait un peu tout... en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est que ses élèves pratiquent tout. Et sauf que c'était pas le cas. Et la plupart d'entre eux faisaient 1 ou 2 sections. Voilà. Et il a demandé à mon père d'essayer de travailler sur une forme de synthèse. Et longtemps, mon père a pensé que c'était pas possible, que ça demandait trop d'entraînement. Parce que finalement, il fallait faire de tout. Tu vois, voilà, c'est ça. Dans un autre truc. Donc finalement, ça demande d'être professionnel et de pratiquer que ça toute la semaine. Sauf qu'à un moment donné, il a trouvé, on va dire, ce que lui, il a appelé le système ondulatoire. Donc il a trouvé la forme de corps qui lui permettait de naviguer du point-pied aux projections, aux clés, aux armes traditionnelles, avec la même façon d'utiliser son corps. Et c'est ça c'est pour ça que je disais que c'était presque le contraire d'un MMA, parce qu'un MMA, c'est une synthèse d'arts martiaux. Ce que mon père propose, lui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que si on devait faire une synthèse, c'est on prend à droite, on prend à gauche, comme si on avait un arbre, on prend des essences de plein d'arbres différents et on essaie de faire un arbre avec. Lui, ce qu'il essaie de trouver, c'est le contraire, c'est comment on utilise son corps de manière transversale. Comment on arrive à exploiter le système ondulatoire, donc la puissance qui vient du pied pour aller jusqu'à la main, ou du haut du corps pour aller jusque dans le pied. Et c'est ça qui permet de développer de la puissance dans les atemi, dans les projections. Et donc c'est toujours la même façon de travailler avec son corps. Après, sur le plan tactique et stratégique, c'est tout le temps la même chose. Qu'on soit au corps à corps, qu'on soit de loin, qu'on soit avec des armes, ou même quand on se parle dans la vie de tous les jours, finalement. C'est vrai. Ouais. Ou dans le commerce. La manière d'utiliser l'autre à son insu, tu vois, d'exploiter l'autre à son insu, ça marche dans toutes les distances. Donc c'est cette transversalité qu'il a essayé de développer au travers de ce que lui a appelé le Yosekan Budo, où finalement on a des racines et un tronc qui nous permettent de là de pouvoir partir sur toutes les disciplines. C'est en ça que je dirais que c'est presque l'inverse du MMA, puisque à partir de la forme de corps, on peut développer des différents types d'atemi, des projections, des clés, du sol. Ça demande quand même une recherche. On est d'accord que ce travail ondulatoire, finalement, une écoute de son corps, c'est là où je dirais que ça rejoint les arts martiaux. Dans cette écoute qui est particulière, on n'est pas que dans le combat où les meilleurs gagnent, ceux qui ont un mental d'acier. Mais je dirais même plus... Il y a plusieurs approches dans les arts martiaux. Il y a vraiment l'art martial traditionnel qui est tourné vers le soi, vers le développement personnel. Il y a, en tout cas chez nous, il y a aussi une partie sportive qui permet de s'exprimer, d'explorer, d'expérimenter, bien sûr, de travailler sur parce que sinon, en termes d'expérience, il faut aller à la guerre ou il faut aller se bagarrer et c'est compliqué. Donc le seul endroit où on peut le faire, c'est la compétition. Et donc là, on va essayer d'expérimenter ses émotions, la gestion des émotions. Donc c'est une partie qui reste importante, la partie sportive. Et donc le Yosekan Budo, il est un peu au milieu de tout ça. On a une partie éducative qui est vraiment prégnante dans la pratique, où on prône la bienveillance, le travail mutuel. Et là, c'est une grande inspiration du judo, de Maître Kano qui parlait de Jita Kyoe, qui est entraide et prospérité mutuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui fait corps dans le Yosekan Budo. C'est une éthique que vous conservez, qui vient finalement de la source et de cet esprit des arts martiaux. C'est en ça qu'il y a peut-être aussi une autre encore différence avec ce qu'on peut voir du MMA actuel, puisque le MMA, c'est juste un système de compétition qui est très bien, qui est très intéressant, mais l'objectif, c'est de détruire. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rejoint tous ces ouvrages qu'on a au début du siècle au Japon, où il y avait les Américains aussi, où ils se rencontrent à des endroits, ils testaient le boxeur avec le karatéka. Il y aura toujours ça, de toute façon. On y revient juste, c'est une mode, je dirais, qui se perpétue, qui revient de temps en temps, puis il y aura toujours des guerriers qui ont envie de se mesurer avec d'autres. Bien sûr, c'est normal d'avoir besoin de se mesurer, et c'est aussi comme ça qu'on progresse.
À un certain âge, en tout cas, c'est important, il me semble, non? Bah, en tout cas, entre 20 et 35 ans, Voilà. c'est un bon âge Ah, pour pouvoir explorer, expérimenter. c'est là qu'il faut Et le faire. effectivement, le MMA, c'est une forme d'exploration, même si aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme qui s'est mise en place. C'est plus le MMA des UFC du Ouais, début, ça, où il y il y avait a une vraiment fédération qui commence à oui, et puis il y a vraiment une forme de corps. une forme de corps. Il y a des gens qui aujourd'hui commencent directement en apprenant de la boxe. Alors c'est souvent boxe thaï plus boxe anglaise avec grappling et jiu-jitsu brésilien très très souvent. Hein. C'est vrai. Et du coup, il y a maintenant une forme de corps générique qui, au début dans les UFC, c'était des pratiquants de karaté pur et dur qui Ils venaient de leurs rencontraient, arts martiaux. Ouais. voilà, Ouais, qui c'est ça. rencontraient des pratiquants de C'est taekwondo, ça, de c'est ça. jiu-jitsu brésilien, etc. Donc, à quelque part, ils arrivent à trouver une forme de corps Oui, qui, aujourd'hui, finalement, il y a qui une forme de unifie corps. un petit peu toutes ces Absolument. pratiques et qu'on peut nommer un peu des techniques de MMA. Mais finalement, dans l'UOCAN, on retrouve un peu les mêmes choses, comme tu dis. Sur un plan contraire. technique, il n'y a pas de Voilà. différence. Ah, c'est ça. Il y a même plus d'ouverture puisqu'on n'a pas de limite. C'est ça. Alors que dans le MMA, il y a des règles. Mm. Et c'est très bien. C'est parce qu'à un Oui. moment donné, il faut aussi que Ça faut serait pas se dangereux. blesser trop. Ouais. Oui, bien sûr. Après, c'est des athlètes professionnels, donc il faut qu'ils puissent aller le plus loin possible. Mais il y a une limite, bien sûr. On met pas les doigts dans les yeux, on tire pas les cheveux, on mord pas, on griffe pas. Enfin, il y a Ouais, tout un ouais. tas de limites. On fera pas dans les parties génitales, etc. Mais ça aussi, ce sont des limites. Bien sûr. Qui Oui, du coup, tu veux dire au niveau de l'interprétation de l'art, si on parle de l'art n'a pas de limite finalement. On Alors, peut dans le créer, il y a une Yosekan Budo, il n'y a pas créativité de dans limite. l'Yosekan. Il n'y a pas de limite. Il y a des limites dans la partie sportive, dans la compétition, bien sûr. Parce que comme dans le MMA, surtout que chez nous, il y a aussi des limites dans la manière de pratiquer. On pratique, comme je disais tout à l'heure, dans la bienveillance. Alors c'est toute une difficulté parce que Ouais, à la fois on essaie de développer une forme d'efficacité. J'aime pas trop le terme, mais on essaie de, en tout cas, on recherche. Réaliste, ouais. Voilà, on essaie d'être le plus réaliste possible, mais en même temps, on a toujours cette limite où on essaie de pratiquer en essayant de se préserver. Avec donc C'est une ça, forme d'attitude oui, bienveillante envers soi déjà et forcément Exactement. vers les autres ensuite. Ouais. exactement. C'est pour ça qu'on a une partie compétition Yosekan Budo qui est assez limitée dans l'engagement. Il y a du full, hein, on va du light au full. Ouais. Donc le full peut aller jusqu'au KO. Mais dans la manière de le faire, tu vois, par exemple, nous, les soumissions, c'est pas une finalisation qui arrête le combat. C'est pas des formes de hippon. Pour nous, c'est une forme d'exploration. Donc, quand on arrive à la finalisation, ça donne 4 points. Il se relève et il continue à pratiquer. D'accord. Tu vois, c'est pareil qu'une projection, c'est pareil qu'une frappe qui serait passée. Ce qui est intéressant. Parce voilà, que donc ça y a pas permet de d'arrêt. continuer le combat. Exactement, ça permet de continuer. Et parce que l'objectif chez nous, c'est que c'est pas une finalité la compétition. C'est que c'est un endroit où on explore. C'est un endroit où on expérimente et ça doit nous faire progresser, quoi. Ouais, c'est ce que mon père voulait, et c'est pour ça qu'on essaie de... C'est difficile hein, aujourd'hui, parce que comme le Yosekan Budo est très proche du MMA, il y a de plus en plus d'athlètes, même en Yosekan, qui commencent à avoir des attitudes qui ne sont pas celles qu'on attend, en fait. Tu vois, le MMA a pris une tendance... Il reste quelques athlètes dans le MMA qui ont un très beau comportement d'être humain. Il y en a toujours des bons. Heureusement qu'il y en a, mais il y en a de moins en moins, je trouve. Il y a beaucoup le trash talking qui s'est développé. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd un peu la dimension éducative qui venait des arts martiaux, qu'on pouvait voir avec certains athlètes comme Georges Saint-Pierre, par exemple, qui sont des vrais pratiquants d'arts martiaux et qui avaient une éthique dans la pratique. Et c'est vrai que ça se voit de moins en moins. C'est un peu dommage. C'est très intéressant. Du coup, c'est intéressant parce que l'UOCAN, c'est vrai, il se trouve un petit peu au milieu de tout ça. Et en même temps, c'est quand même, il faut le dire, ton père, Hiromo Chizuki, c'est vraiment celui qui a impulsé, je trouve, l'ouverture au sein des arts martiaux. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé en haut de la fédération de karaté. Et il faut pas l'oublier. Donc c'est quand même une descendance où tous ces arts martiaux étaient mêlés ensemble. Et c'est vrai qu'on a un petit peu sectorisé, mais l'UOCAN a conservé en fait finalement ce travail. Alors moi ça me parle parce que qui pratique les arts énergétiques, Qigong, Tai Chi, finalement c'est une façon de connaître son corps pour l'utiliser. Et ça c'est ce qui me semble être le plus très intéressant en tout cas dans la pratique des arts martiaux. Comment est-ce qu'on va arriver par la technique à utiliser son corps, puis arriver à une relation avec l'autre, etc. Très bien. Alors du coup, je voudrais rebondir sur le karaté parce qu'il y a beaucoup de karatékas, moi-même j'en fais partie, donc sur le style Wadoryu. Et c'est vrai que le style Wadoryu est resté japonais et à l'origine d'une façon assez traditionnelle quand même. Il intègre le travail à genoux qui permet une meilleure mobilité du centre, etc. Il travaille aussi les projections.
Donc ton père était à l'origine, il me semble, en tout cas il a participé au développement du Wadorian en Europe, hein, il me semble. Avec... Bah, en fait, la première fois qu'il est arrivé en 57, c'est toujours pareil. En tout cas pour lui, il y a eu beaucoup de concours de circonstances. C'était son professeur de karaté qui devait venir, parce que c'était à la demande de Henri Play. Il voulait montrer le karaté en Europe, qui n'existait pas. Mon père faisait du karaté Shotokan et Henri Play était déjà en contact avec mon grand-père, avec le dojo Yosekan, puisque mon grand-père était déjà venu en 51. D'accord, 51. Et du coup, en 57, mon père est envoyé parce que son prof, au dernier moment, qui avait dit oui pour partir en France, au dernier moment, s'est ravisé. Il a dit non, finalement, je ne dois pas y aller. Donc mon grand-père demande à mon père d'y aller. Donc c'est le premier à montrer le Shotokan. Waouh. Il reste un couple d'années en France, là, puis après il repart. Et quand il vient en France, mon grand-père lui avait dit, tu sais, il faudrait que tu ailles essayer le karaté français. Parce que le karaté français, alors imagine-toi le truc, il lui dit, le karaté français, c'est mieux que le karaté japonais. Alors il faut dire que mon grand-père n'avait pas une grande estime pour le karaté, parce que dans son groupement qui pratiquait tous les arts martiaux traditionnels japonais, il avait été envoyé s'entraîner chez Funakoshi, et comme lui, mon grand-père avait vraiment une formation biomécanique et éducative très avancée, parce que c'était ce qui était promu au sein du Kodokan. Le maître Kano avait poussé tout le monde à suivre des formations de type kiné un peu, tu vois. Ouais, génial. Donc il trouvait que dans le karaté tel que, en tout cas, il l'avait pratiqué, il y avait plein d'incohérences. Il dit, sur la forme traditionnelle, tu as le talon au sol, tu dois frapper, mais dès qu'on demande de casser quelque chose, on décolle le talon pour pouvoir frapper, et tout le monde me dit qu'il faut garder le talon au sol. Tu vois, il trouvait qu'il y avait des choses qui lui convenaient pas. Il disait c'est trop simple dans la manière de l'organiser, de le penser. C'était un peu trop schématique. C'était un peu trop simple pour lui, donc il n'aimait pas trop. Et quand il était venu en France, mon grand-père, il avait découvert donc ce qu'il lui appelait le karaté français, qui était la savate. La savate, c'est ça, boxe française. Et là, il a dit la savate, boxe française, c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est beaucoup plus libre, c'est plus fluide. C'est un beau style, c'est vrai. Et donc, il avait envoyé mon père faire de la savate. Et effectivement, mon père qui venait du Shotokan est arrivé face au savateur et s'est retrouvé vraiment en difficulté parce qu'il était sur des positions très statiques, avec des gens qui se déplaçaient, qui frappaient en se penchant, etc., qui frappaient dans les tibias. Et ça l'a vraiment dérangé. Et donc, quand il est reparti au Japon, il a cherché la savate. Il n'en a pas trouvé. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé qui se rapprochait? C'était le Wado. C'est comme ça qu'il est venu au Wado. Parce que le Wado avait une attitude beaucoup plus haute. Ils sont hauts, on est haut. Voilà, beaucoup plus haut. Donc pas carré. On frappe, il y a des frappes dans le tibia aussi. Il y a des attaques dans l'attaque, comme en BF aussi, comme dans toutes les boxes, des attaques dans l'attaque. C'est vrai que dans Shotokan, c'est souvent des attaques après l'attaque. Donc blocage contre-attaque, esquive contre-attaque, toujours. Et oui, effectivement, Taino-sen ou Sen-no-sen en Wado, beaucoup utilisé. Esquiver l'attaque en même temps, quoi. Exactement, on avait le droit de se pencher pour frapper. Bref, plein de choses qui lui ont parlé, en fait. C'était pour lui un peu la savate japonaise, quoi. Incroyable. Je ne connaissais pas cette anecdote. C'est ça l'histoire, finalement. Donc, il s'est formé en savate, puisqu'il n'y avait pas de savate au Japon, et il est revenu ensuite en France un peu plus tard, en 63 ou 64, c'est vraiment, 63. C'est vraiment là où c'est là où il a introduit le Wado. Le Wado. Parce que le Wado n'existait pas. Quand il est revenu, il n'y avait que le Shotokan. Il avait laissé le Shotokan à d'autres... Il avait fait venir d'autres Japonais ensuite après lui pour continuer le Shotokan. Et puis lui, ça l'intéressait plus le Shotokan. Donc quand il est revenu, il faisait que le Wado. Et là, c'est là où il a lancé le Wado. Et puis s'est entraîné avec Otsuka. Il avait été extrêmement impressionné par Maître Otsuka. Paraît que c'était quelqu'un, Mais, tu vois, un maître japonais, frêle, pas très épais, etc. Et qui aimait bien mon père aussi, parce que mon père a pratiqué plein de styles différents. Et dans les démonstrations, des fois, Maître Otsuka, il demandait à mon père d'être son partenaire, parce que il lui disait, ok, tu prends un sabre et tu m'attaques avec le sabre, librement. Tu vois, et justement, tiens, une anecdote, il m'a dit, la seule fois de ma vie où je me suis retrouvé KO debout, c'était avec une démonstration avec Maître Otsuka. Il m'a demandé de l'attaquer au sabre. Donc j'avais le sabre et je vais l'attaquer en main, comme ça. Et au moment où je vais pour l'attaquer, il est rentré en hulaken dans l'attaque. Dans l'attaque, au moment où j'arme, il rentre en hulaken sur le menton. Et il m'a juste touché. Et il dit, je suis resté KO debout. Et il a reculé d'un pas. Il a posé le genou au sol. Il m'a attendu. Il a attendu que je me remette... Et là, on a continué la démonstration. Waouh, c'est belle. Voilà, donc c'était sympa. Et d'ailleurs, ce hulaken, il l'a mis. Mon père, il l'a mis dans un des katas de Yosekan.
Tiens, c'est passionnant. Ouais. Et du coup, alors, tous ces maîtres, en fait, qui sont venus en France, en Europe, Japon, je me suis toujours questionné. Leur objectif, c'était quoi? C'était de transmettre un art. Quel objectif là derrière? Parce qu'il y avait tout un réseau, même dans le Wado, c'est dans les dojos au Japon, ils se connaissaient, ils envoyaient des gars. C'est peut-être complexe, hein, comme temps. Ouais, c'était pas tant un réseau. Enfin, ils se connaissaient pas tous. Pas tous. C'était non, il y avait des petits réseaux et puis ça passait par des petits réseaux. Surtout qu'à cette époque-là, tu vois, il y avait pas le téléphone portable, il y avait pas Internet. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut s'en rappeler. Et j'ai même envie de dire, ils se cachaient un peu les uns des autres. Chacun avait son style et tu sais, il y a quand même cette époque où dans ton club, ce que tu faisais dans ton club restait dans ton club. C'est ça. Ça se montrait pas, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est le MMA qui a changé un petit peu tout ça. Mon père, bien avant le MMA, tu veux dire, même en France, t'as constaté ça? Ah bah oui, c'était... C'est un peu la guerre des chapelles, j'appelle ça comme ça. Quand nous, on est rentrés il y a 30 ans dans la fédération de karaté, c'était vraiment comme ça. Tout le monde se regardait de travers, tout le monde se cachait de tout le monde. C'est-à-dire, il fallait pas dire aux autres ce qu'on faisait. Et effectivement, un manque d'ouverture, on peut dire quand même, dans la manière de présenter son art. En fait, c'était un petit peu le truc secret qu'on gardait. C'est du protectorat, en fait. C'est ça. C'est du protectionnisme plutôt. Ouais, du protectionnisme. Tout le monde cherchait à protéger son art et oui, tout le monde cherchait à... Tu vois, sans raison, finalement. En fait, c'est aussi l'époque de Bruce Lee, c'est aussi une époque où on se dit, moi je connais des trucs que j'ai pas envie que les autres connaissent, tu vois. Je connais des trucs magiques. Il y avait la technique secrète. Ouais, c'est ça. On parlait de ça à l'époque, je crois. Mais oui, complètement. Donc c'est vrai que ça se cachait un peu tout ça. Et puis, sauf que dans l'idée même du Yosekan, c'est l'inverse. Dans le Yosekan Budo, de mon père, il y a cette idée que tu pars du mouvement et que du mouvement, tu peux te développer. Ça veut dire que tu pars du mouvement et tu as tout ce qui existe déjà dans le Yosekan Budo, c'est-à-dire les atemi, mais tu peux greffer. Les projections, l'aïki, tout ça. Tu peux greffer les techniques que tu apprends. Par exemple, les techniques de type box taille, nous, on les a intégrées à la fin des années 90. Parce que un de nos experts avait fait venir un numéro 2 de Thaïlande à Toulon, donc c'est Gérard Olivier, qui était un des experts qui était 5e dan du Yosekan Budo, et il fait venir un Thaïlandais, parce que lui il allait souvent en Thaïlande, il fait venir un Thaïlandais qui est toujours en France d'ailleurs, qui est toujours à Toulon, qui était Wandi, numéro 2 de Thaïlande à une certaine époque, tu vois. Et puis il nous montre, en Thaïlande, ils font comme ci, ils font comme ça, coup de coude descendant, coup de genou piqué, coup de genou latéral, low kick, middle kick, high kick, front kick. Et nous, on apprend ça, tu vois. Et on intègre ça dans le Yosekan Budo à cette époque-là. Donc le Yosekan reste, et encore aujourd'hui, tu vois, moi j'ai essayé de... On avait perdu un petit peu la partie au sol. Moi j'avais appris pas mal de sol parce que mon grand-père aimait beaucoup le sol. D'ailleurs, mon grand-père disait 1 an au sol, c'est comme 3 ans debout pour la partie projection. Moi, j'ai essayé de me former et donc j'ai été dans le jiu-jitsu brésilien aussi pour améliorer mon sol, pour essayer de faire remonter le niveau qu'on avait un petit peu perdu dans le Yosekan Budo au sol, tu vois. Donc c'est une discipline qui continue toujours de s'ouvrir. C'est super intéressant ce que tu me dis parce que tu vois le maître Shomitsu, donc on fait venir aussi quelqu'un qui s'appelle Tran, qui est un gars super, et il lui disait que tout ce qui est bon pour le Wado Ryu est à intégrer dans le Wado Ryu, tout ce qui amène une évolution, donc la pratique du Tai Chi Qigong pour relâcher son corps, parce que dans le Wado Ryu on travaille beaucoup ça aussi, comme dans le Yosekan, sachant qu'il ne faut pas que relâcher, on est bien d'accord. Ouais, il faut structurer, mais c'est l'utilisation du relâchement pour arriver à quelque chose. Et donc voilà, donc cette ouverture-là, elle est importante, hein, je dirais, dans toute pratique. Hein, quand c'est bon, on prend, quoi, tout simplement. Oui, absolument. Après, chez nous, le fil conducteur, c'est la forme de corps. Et l'état d'esprit, ça on en a déjà parlé, mais c'est la forme de corps. On a une forme de corps spécifique dans laquelle on peut travailler toutes les techniques, qui est un peu au milieu, qui est ni très droite comme sur le point-pied, ni complètement ronde. On est un peu au milieu. Dans une forme d'ailier qui nous permet de jeter, d'attraper, de projeter. Exactement, de garder une espèce de disponibilité technique et une liberté d'utilisation des membres pour pouvoir faire un petit peu tout, quoi. Très intéressant. Pour être un bon pratiquant du Yosekan, parce que c'est quand même quelque chose, tout ce que tu viens de nous dire,
voilà, c'est comme les arts martiaux, il faut quand même s'engager longtemps, j'imagine, parce que pour travailler cette ondulation, c'est pas simple. Les gens, on apprend, bon, alors moi je suis vraiment là-dedans, on sait que la technique de relâchement nous permet beaucoup de choses. Je dirais que même c'est une clé dans les arts martiaux pour Absolument. gagner en efficacité. Complètement. On sait que le relâchement au début, on n'arrive même pas à faire à bouger son poing gauche-droite, on est tendu aux épaules. C'est quand même un certain temps après pour Mais en fait, on se rend compte que c'est dans tous les sports. c'est ça. Tu regardes n'importe quel athlète de très haut niveau, a du relâchement dans sa pratique. C'est ça. C'est le haut niveau, on dirait. Exactement. Mais oui, mais ça, c'est à force de pratiquer, on arrive forcément sur ça. C'est ça. C'est très rare les gens qui n'y arrivent pas, quoi. Qui compensent tout en force. La plupart du temps, on arrive toujours dans le relâchement. C'est dans notre C'est un équilibre structure. psychocorporel, je dirais. Parce que cette détente, elle nous apprend aussi à être moins stressé, à se sentir mieux dans Mais de son toute corps, façon, sa tête. absolument, ça c'est aussi quelque chose qui existe beaucoup dans le Yosekan, enfin ça existe partout, mais en tout cas qu'on exploite beaucoup dans le Yosekan Budo, c'est l'idée que le corps influe l'esprit et l'esprit influe le corps. Et de faire toujours les parallèles, par exemple, bah tiens, on va travailler sur ça pendant le stage, on va travailler sur la stabilité. Mais la stabilité physique donne de l'efficacité au mouvement. Mais la stabilité émotionnelle donne de l'efficacité au Aussi, mouvement. bien sûr. Donc la stabilité physique améliore la stabilité émotionnelle et la stabilité émotionnelle améliore la stabilité physique. Et quand on arrive à faire le lien entre les deux, eh ben forcément on améliore sa pratique. Mais là, on est totalement dans le Qigong, tu vois. C'est vraiment ce qu'on travaille dans les techniques de Qigong. Mais je pense que de toute façon, finalement, on pratique tous la même chose. Bah, bien sûr. Pour revenir à ce que tu dis, la question précédente qui était... Sur le karaté, non, c'était... Non, tu étais en train de me dire la difficulté... la difficulté du Yosekan dans tout ça. Ouais, à devenir un bon pratiquant. Moi, ouais, je pense qu'un bon pratiquant, c'est un pratiquant qui prend du plaisir. Ouais, parce qu'en fait, très honnêtement, vraiment, moi, je pense qu'il aurait fallu 3 vies au minimum pour arriver au niveau que j'aurais voulu avoir. Tu vois, et que j'ai pas du tout. Et du coup... oui, mais tu vois, en fait, on essaye toute sa vie de exactement. Et à un moment, on se dit, ben, tout ça, il faut que ça serve au moins me faire plaisir quand je le fais. C'est exactement ça, parce que finalement, tu progresses, et puis ton corps, il change, et donc, tu dois changer ta façon de pratiquer. Donc, il y a des choses que tu fais plus, et tu pars sur autre chose, et tu continues dans autre chose. Et donc, en fait, finalement, c'est plutôt un cercle. C'est pas une montée constante comme ça. Parce que comme ton corps, il change, bah, tu changes, tu dois changer ta façon de pratiquer pour garder une relative efficacité, mais surtout pour garder du plaisir, pour ressentir une vraie progression qui continue à être là. Parce que sinon, si c'est que le résultat en compétition, bah de toute façon, bah, tu perds ta vitesse, tu perds ton explosivité, tu perds ta souplesse. Donc comment tu pratiques différemment? C'est là où tu vois, le Qigong, le Tai Chi ont un rôle, je pense, chez d'anciens combattants aussi, tu vois, qui est important. C'est pas les seules manières de pratiquer en vieillissant. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée-là, tu vois. Donc, c'est des espèces de boucles comme ça, tu vois, qu'on fait en permanence. En plus, dans des pratiques comme le Yosekan Budo, il y a tellement de choses. C'est de richesse incroyable. Mais oui, donc tu progresses dans des trucs, et puis en fait, au bout d'un moment, tu progresses dans d'autres, et puis en fait, tu as oublié certaines autres choses que tu as fait avant. Donc tu dis, ah ouais, il faut que je retravaille ça. Donc tu reviens dessus, et tu redécouvres autrement. Exactement, et c'est sans fin en fait. Puis dans cet aspect plaisir, moi je te rejoins sur le fait, j'avais questionné un vieux maître traditionnel, Tatsuo Suzuki, et moi c'est vraiment ma façon de voir. C'est un moment où tu passes du temps dans les arts martiaux, tu te rends compte aussi les rencontres que tu fais, les relations. Alors en fait ça c'est un plaisir. C'est-à-dire que tu te dis si tu étais dans ta localité, rester comme ça fermé, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir au début, finalement quand tu fais des stages, quand tu cherches, tu vas rencontrer des gens, super intéressant. Bah ça c'est dans une vie, c'est magnifique. Ça nourrit. Bah, ça nourrit, ça nourrit. Ah oui, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il faut garder cet esprit de curiosité, de débutant un peu, tu vois, de cette espèce de naïveté, de voir ce que font les autres, de regarder toujours avec fraîcheur, tu vois, ce que font les autres et avec parce qu'on a des fois tendance, à force de pratique, à juger avec notre propre vision, notre façon de faire, tu vois, c'est vrai, en pensant qu'elle est mieux que celle des autres, comme tout le monde. Je suis passé par ça aussi, mais alors que c'est pas là le truc. Alors qu'en fait, quand tu cherches surtout à voir ce qui est intéressant chez l'autre,
tu te rends compte qu'il y a toujours des choses à C'est apprendre. ça qui est super. Et c'est là où c'est chouette, tu vois. Et dans toutes les disciplines, il y a des gens forts, en fait. Peu importe la discipline. Bien sûr. Alors après, je te dis pas que tout le monde est fort. Ça, c'est... Non. Ça reste une élite quand même, ceux Ouais, qui sont. mais c'est un dans sacré- toutes c'est un les sacré chemin. disciplines, il y a des gens Il y a qui des sont gens très forts. super intéressants, qui sont super forts sur plein de points différents. Ça peut être la technique, ça peut être le mental, ça peut être l'éducatif, ça peut être la pédagogie, Tout à fait d'accord avec toi. ça peut être tellement de choses, mais il y a vraiment des gens hyper forts partout. L'important, c'est que ces gens-là qui transmettent, ils apportent quelque chose et ils font évoluer les choses. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis. Mais même chez nos élèves, hein. Bien sûr, C'est nos élèves. bien sûr. Moi, c'est mes élèves qui me font. Enfin, débutant, moi, ils ils te me- mettent dans la merde quand tu commences à. Ouais, ou Ils ont des les réflexes, jeunes, peut-être, voilà. la façon de faire, Voilà. ou des fois ils sont hyper inspirants, quoi. Mais il faut se nourrir, il faut continuer à aller voir ailleurs, il faut continuer à apprendre, en fait. Sinon, très vite, le puits, il c'est ça. se vide, quoi, tu On vois. se limite et puis voilà. Ouais. Ouais, c'est Et puis on tourne en rond, quoi. C'est ça. Super. Alors, je voudrais finir par une question importante aussi. Tu peux me parler de l'évolution du Yosekan, du coup, en France, tout ce que tu as fait, parce qu'il faut le dire quand même, les représentants et maintenant ceux qui développent le style, c'est toi, c'est Michi Motsuki et c'est Kyoshi, ton frère. Oui, alors on n'est pas seul. D'accord, il y a sûrement On une est pas équipe, seul. pardon, Ouais. c'est vrai que j'oublie certainement Ouais. ce qui est. Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une discipline où il y a encore une filiation. Il y a beaucoup de disciplines où il n'y a plus. Il n'y a plus de Il filiation. n'y a plus de filiation, Oui, tu vois. oui, Il n'y a c'est plus ça. les racines. Donc ça, c'est quand même chouette d'aller de mon grand-père, à mon père, à mon frère et moi. On a dans les petits-enfants de mon père, il y en a qui pratiquent, ils ont tous pratiqué, tu vois. Il y en a certains qui pratiquent plus, mais il y en a encore beaucoup qui pratiquent. Mais tu vois, ils n'ont pas de pression. Enfin, en tout cas, on essaie de pas leur en mettre. Et, on essaie de faire en sorte qu'ils soient comme nous dans le plaisir. Bien sûr. Tu vois, moi d'ailleurs, je pense que je ferais pas du Yosekan si mon père T'avais dit, ouais, m'avait c'est forcé, comme- tu vois. ouais, c'est sûr. C'est vraiment parce qu'au contraire, il nous a laissé complètement libre de faire ce qu'on voulait, sans jamais nous mettre de pression, Génial. qu'on est dedans, tu vois. Après, sur les petits-enfants, on ne sait pas qui restera, qui continuera, tu vois. Mais oui, on a cette chance-là, mais on n'est pas seul. En fait, mon père a tellement voulu sa discipline comme un laboratoire de recherche que parmi les experts, on a vraiment des gens qui sont extrêmement inspirants et extrêmement forts. Wow. Mais vraiment qui sont des inspirations pour moi totales. Wow. Tu vois, on a encore fait, chaque année, on organise un World Meeting où il y a des gens qui viennent un peu de partout, tu vois, Ouais. et on a un meeting international. Et cette année, au meeting international, on avait Roman Patuzzi qui est un de nos, tu vois, Okuden, donc vraiment le plus haut niveau du Yosekan Budo, qui nous a fait une masterclass d'ailleurs, en fait, pour tout te dire, le travail sur la stabilité qu'on va faire ce week-end, mais fortement inspiré de son Wow. stage à lui, Super. qui m'a... masterclass, tu vois. J'ai Wow. fait... Ça fait du bien. Ah ouais, génial. c'était génial. Quand on découvre. C'était incroyable. Et on a plein d'experts comme ça, tu vois. Donc on essaye en fait de changer de paradigme dans le Yosekan Budo. Jusqu'à mon père, c'était un système hiérarchisé. Mon père a voulu casser cette hiérarchie en ayant tout le monde la même tenue, tout le monde la même ceinture. Le grade ne se voit pas, le grade est pour soi. On doit garder de l'ouverture vers les autres et de la vigilance en même temps, tu vois, les deux. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dois essayer d'analyser, être curieux, mais en même temps faire gaffe, tu vois, parce que tu sais pas comment il est. Bien sûr. Voilà, et donc on est tous habillés pareil. On a tous la même tenue, on a tous la même ceinture. Et ça a inspiré finalement tous les experts. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une organisation de type collaborative. Tu vois, donc c'est plus le système de soké de mon grand-père à mon père, que mon père aurait voulu peut-être donner à mon frère ou moi. Tu vois, probablement, nous, on a décidé de ne pas rentrer dans ce schéma. Wow, on est parti dans un schéma à l'horizontale. Notre objectif, c'est de travailler avec les autres, en collaboration, et de développer ensemble. Et donc, on a créé... on avait une fédération mondiale. Ouais. Enfin, on a une fédération mondiale qui est pour la partie sportive, qui gère nos compétitions internationales, nos athlètes, notre arbitrage, nos formations d'arbitre, notre réglementation. Avant, elle s'occupait aussi de la partie pédagogie, technique, philosophie. Mais elle avait du mal à le gérer. Du coup, moi, il y a 4 ans, j'ai mis en place, avec toute une équipe, l'école Mochizuki, qui est le partenaire de la Fédération mondiale sur cette partie-là qu'elle n'arrivait pas à gérer. Comme une bien. instance éthique, Exactement. pédagogique. Tout ce qui était technique, philosophie, et aussi développement des clubs, et puis aussi conserver
Donc dedans, on a tous les livres qui ont été créés dans le site de l'école. Tu vois, on a tous les livres qui ont été créés, on essaie d'avoir toutes les vidéos d'archives. Et en même temps, il y a tout le présent, donc tous les katas, des applications, etc. Et il commence à y avoir aussi le futur, donc les recherches qui sont faites par les chercheurs du Yosekan à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au sein de l'école. Et là, on est en train de fusionner l'école et la Fédération mondiale, tu vois, parce qu'en fait, l'école, en 4 ans, tu vois, avec ce système. Ouais. Alors, tu vois, Ça, regarde, c'est intéressant. voilà. Ouais, ça. On avait la Fédération mondiale qui était aussi une association, mais qui quand même fonctionnait de manière hiérarchique, qui existe sous différentes appellations, qui se sont succédées d'année en année, tu vois. Centre international, Fédération européenne, Fédération mondiale, World Yosekan Federation, etc. Bon, ça a changé beaucoup, mais finalement, ça n'a jamais bien marché, parce que ça a pas arrêté de changer. Tu vois. Compris. Et nous, il y a 4 ans, on a mis en place l'école, et nous, on a dit, nous, on veut pas d'un système hiérarchisé, on veut un système collaboratif. Donc on apporte les richesses tout le temps. En fait, on essaie de voir qui a envie d'apporter quelque chose, pendant combien de temps, et on l'implique avec nous. Et en fait, en 4 ans, on était 4 quand on a créé il y a 4 ans, et aujourd'hui, on a une vingtaine de bénévoles à l'année, plus une vingtaine de techniciens qui sont là en plus. Donc il y a plus de 40 personnes qui s'impliquent au sein de l'école. Donc dans un système qui fonctionne tellement bien que en fait on fusionne avec la Fédération mondiale pour les faire fonctionner en fait, parce qu'eux ils fonctionnent plus très 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 bien. Et on va fusionner là pendant l'été et devenir World Yosekan Federation et École Mochizuki, tu vois, ensemble. Incroyable. Sur notre système à nous, qui est donc un système collaboratif, quoi. Ce que j'ai toujours apprécié vraiment dans votre famille, parce que Hiro, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, ton père, déjà, mon prof Henri Valentini disait que c'était vraiment un créateur. Et il y a cette ouverture d'esprit, et je vois que toi, tu es vraiment, chaque fois qu'on discute, c'est passionnant, parce que tu réfléchis les systèmes. Et puis, en même temps, je trouve que c'est vraiment ça les arts martiaux, c'est comment, à partir de notre époque, qui évolue, et puis qui évolue de plus en plus vite, comment est-ce qu'on adapte les choses pour pas, comme tu dis, que on se retrouve complètement largué dans les choses. C'est ça. Et en fait, moi, je suis vraiment en phase avec ça aussi, dans cette idée. Et c'est super intéressant pour les jeunes, en fait, parce que les jeunes, ils se retrouvent plus dans ce truc hiérarchique. Et d'un côté, on en a besoin un peu, je pense. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour faire que les deux soient portés vers le haut? En fait, c'est un juste milieu, tu vois, parce qu'effectivement, quand c'est complètement collaboratif, quand c'est 100% collaboratif, c'est très très long. Tu vois, c'est très très long parce que tout veut dire décision commune. Voilà, c'est du débat, c'est du démocratique. Voilà, exactement. Mais des fois, c'est trop long. Et du coup, tu peux pas avancer. Il faut trouver ce juste milieu. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait un comité directeur qui est hyper petit. Ça, c'est bien. Donc ça veut dire que les décisions, elles sont hyper rapides. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était garder une réactivité. Dès que quelque chose devient gros, on voit bien dans toutes les entreprises, c'est pareil. Tu vois, dès que ça devient gros, ça devient hyper long. Tous les process deviennent super longs. Nous, on s'est dit, on veut pouvoir devenir gros, mais il faut qu'on reste réactif. Donc le comité directeur est hyper limité. En revanche, on a un conseil d'administration où on prend les conseils de tout un tas de gens. Et donc là, il y a une quinzaine de personnes tu vois, à l'intérieur. Et on prend les conseils de tout le monde et on en tient compte. Mais après, les décisions, elles sont très rapides parce qu'elles sont prises en petits groupes. Très intéressant. Ouais. Il y en a qui devraient s'inspirer. Donc c'est collaboratif, mais pas que. Tu vois, c'est collaboratif, mais c'est dynamique quand même. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Juste milieu, finalement. On essaye de trouver ce juste milieu. Mais comme tu dis, l'adaptabilité, c'est aussi, pour mon père, quelque chose qui est vraiment dans les racines de la discipline. L'adaptabilité, tu vois, quand tu passes de tir à l'arc à arme longue, à arme à 2 mains, très très longue, à arme à 2 mains plus courte, arme à 1 main, arme dans chaque main, main nue, point-pied, corps à corps, sol, ça c'est l'adaptabilité absolue. Tu vois, avec le corps. Et effectivement, cette adaptabilité qu'on a, elle est censée nous aider à l'avoir, pas que physiquement, pas que tactiquement, mais elle doit nous permettre de l'avoir dans notre vie de tous les jours, en permanence. Donc effectivement, c'est ce qui nourrit notre organisation à tous. On essaie de s'en inspirer en tout cas. Super. Pour finir et pour conclure, le type de stage qu'on fait en Savoie, il ramène de plus en plus de monde. J'adore ce stage. Moi aussi. En fait. Il est génial. Justement, parce que je dirais, ça conclut un peu tout ce qu'on a dit. Ça ramène différentes disciplines finalement qui ont envie de se retrouver. Parce que je trouve qu'il y a une bonne amitié dans ce stage. Et finalement, c'est un peu une réponse au Yosekan. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on te choisit à chaque fois pour animer ce stage parce qu'il y a cette ouverture et que
Je pense que toi, tu peux Et puis le faire. après, il y a la connexion, on Bien s'entend sûr. bien tous, on est content de se voir. C'est Tu ça, vois, c'est on a ça. créé des liens au fur et à Ouais, mesure c'est des années. super. Ouais. Mais tu vois, ce stage-là, il a aussi inspiré d'autres stages qu'on a fait, notamment, je pense à la Bretagne, où on fait des stages où... regarde, ça va même plus loin que ça. Ce stage-là, il a inspiré, en Bretagne, on a regroupé des gens qui venaient du Nyan Taijitsu, du Taijitsu, de l'aïkido, même d'autres groupes, tu vois, et on fait des stages depuis des années, depuis maintenant à peu près 5 ans, je pense, ensemble, et c'est super bien. Et c'est tellement bien qu'on est en train, je te dis un truc, c'est presque un petit secret, hein, parce que c'est en train de se mettre en Qui va être place. dévoilé, attention. Bah oui, je sais bien. En fait, on s'est beaucoup rapproché des autres groupes qui sont issus du dojo de mon grand-père. Parce que mon grand-père, finalement, tu vois, dans son dojo, comme je disais, il y a plusieurs disciplines. Mon père, lui, à la demande de mon grand-père, il a essayé de faire une forme de synthèse, tu vois. Mais il y a des gens qui étaient dans différents secteurs. Donc, ça a créé des groupes. En Australie, il y a le Yosekan Ryu, le karaté Yosekan Ryu, qui est toute une forme de karaté qui est issue du dojo Yosekan de mon grand-père. Dans le monde, c'est plutôt l'aiki jujitsu, l'aïkido mochizuki, le Gyokushin Ryu. Il y a plusieurs styles en fait qui viennent de l'aiki de mon grand-père, qui sont développés avec finalement plein de chefs de groupe. Tu vois, ça s'est éclaté en plein de petits groupements. Il y a aussi le Nyan Taijitsu, il y a le Taijitsu, l'Aikibudo d'Alain Floquet. Tous ces groupements, en fait, ils sont issus du dojo Yosekan. Mais ils se reconnaissent là-dedans quand même. Eh ben, jusqu'à présent, c'était les premières générations, elles étaient un peu en conflit. Parce que forcément, tout le monde est issu du même groupe. Tu vois. Ah, et d'un coup. Et alors, qui est le meilleur dans tout ça? Tu vois, ils ont tous envie. Ouais, c'est encore. Tu vois. Donc Bien les sûr. premières générations, ils étaient un peu les uns contre les autres et on se parle pas trop, etc. Nous, on est génération d'après. Ouais, donc nous, pas là-dedans. leur truc, on s'en fiche en fait. Là, c'est clair. Tu vois, leurs histoires de oui, mais l'autre, machin. C'est moi qui ai inventé le truc, c'est machin. Ouais, ouais. En fait, moi, ce que je vois, et ce qu'on commence à voir avec les autres copains des autres disciplines, c'est qu'en fait, on est cousins. Voilà. Tu vois, avec le exactement. Nyan Taijitsu, le Taijitsu, l'Aikibudo, etc. En fait, on est tous cousins. On a des racines communes. Donc, plutôt que de se dire, c'est quoi nos différences, enfin, dans le mauvais sens des différences, tu vois, c'est quoi qui nous sépare? C'est plutôt qu'est-ce qui nous rassemble? Exactement. Wow. Tu vois, on vient du même endroit. Pourquoi on ferait pas des cousinades? Pourquoi on partagerait pas plus de temps ensemble? Pourquoi on ferait pas des trucs? En plus, on a des approches qui sont quand même... Techniquement, il y a des choses qui se ressemblent, mais des approches qui sont très différentes, avec des publics, du coup, qui sont extrêmement différents. Donc, c'est super chouette de partager des choses ensemble. C'est ça. Alors, donc, moi, on est en train de faire ça. Ah bah c'est excellent, tu vois. Alors moi, je vais prendre l'exemple de notre club, hein, parce qu'on a un moi, j'ai suivi le karaté Wadaryu par éthique, par affection, puis parce que ça me plaît, ce côté un peu aussi discipline. Mais j'ai fait du Yosekan, c'est d'ailleurs toi qui m'as donné le premier dan. Et à l'époque, en Yosekan international, quoi, il y avait ton père, puis toi, tu avais finalisé. Et en fait, la manière dont on travaille les cours de combat, on est complètement dans l'ouverture. Mais on garde une certaine, on va dire, voilà, une certaine éthique dans la manière de construire le cours. Par contre, on est complètement ouvert, on a des gardes de boxe. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette démarche. Toi, tu as une pratique et une démarche qui est vraiment super ouverte. Ouais, c'est ça. Moi, c'est tout ce le qui monde n'est m'intéresse. pas... Et puis, l'éthique dans le club. C'est-à-dire, on vient, comme tu dis, on se fait plaisir. Ça crée de l'amitié. Finalement, tu viens, tu es content de venir. Parce que finalement, c'est quoi pour la plupart? Tu viens dans le dur et tout, à un moment, t'en as marre, quoi. Puis là, tu viens, tu as toujours envie parce que tu revois les collègues. Puis finalement, ça te fait travailler, ça te fait pratiquer. On avance, quoi. Du coup, je me retrouve vraiment dans cet état d'esprit. on partage des moi, trucs. je me sens complètement exactement. en fait. Merci à toi. Bah écoute, c'était un plaisir. En plus, on finit sur un peu de musique, donc c'est chouette. Ouais, c'est ça. Après, je pense que voilà, ça va s'arranger. Merci Michi, et puis c'est toujours précieux de venir ici, voilà, pour que tu sois là, on s'avoue avec nous. Moi, je me régale. Hein. Ça fait déjà plus de 10 ans, je crois. C'est incroyable. Parce que je crois que ça même, on est presque aux 15 ans, je crois. C'est un stage qui a commencé il y a vraiment longtemps, ouais. Avant 2010. Avant 2010. Ouais, c'est beau. Ou peut-être vers là, quoi. Ouais. T'imagines? Et ça continuera, on aura encore beaucoup de choses à vivre. Bah écoute, j'espère. Ouais. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à venir ici. En plus, maintenant, on a trouvé cette formule où je peux venir faire un petit peu de ski avant. Exactement. Et ensuite venir Mais ici. c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est hyper chouette, du coup. C'est encore mieux. Ouais. C'est familial. Ouais. Carrément, complètement. Merci Michi. Bah écoute, merci à toi. Et puis, on va s'éclater demain. D'ailleurs, on peut dire un peu à tout le monde, si vous voulez retrouver un peu les stages Yosekan, qu'ils aillent sur ton site. Alors, comment on fait pour te retrouver? Eh ben, c'est hyper simple. On a un site où il y a tous les événements qui existent du Yosekan Budo au niveau mondial, qui s'appelle école-mochizuki.online. École-mochizuki.online. Voilà, mais dedans, tu retrouves tous les événements. Excellent. Merci à toi. Ben, merci aussi. Merci.